Hola, buenos días, me llamo Mikel. Je vais arrêter là. Je ne suis pas espagnol, donc je suis actuellement en dépression. Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement le mercredi 15 juillet, lendemain de la fête nationale, et on nous a fait notre fête à l'équipe de France. Les Espagnols nous ont rendu un hommage bien curieux qui nous a sortis de cette Coupe du Monde 2026. Bien évidemment, on va ouvrir ce triste journal du jour avec un rapide retour sur le match. Je vais pas faire un débrief à proprement parler, j'en ai déjà fait un débrief à chaud hier, qui évidemment était chargé en émotions plus qu'en analyse tactique. Là, je vais faire un petit peu la même. J'ai des commentaires sur ce qu'on voit sortir. Je vais beaucoup reparler de cette situation d'équipe de France de toute façon. Mais je dois vous avouer qu'avant d'analyser tout ça froidement, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps. Je vais pas vous inventer des propos, je vais pas essayer de faire le mec plus détaché que ce que je suis réellement. Oui, je suis créateur de contenu dans le domaine du football, mais avant toute chose, je suis un supporter déçu, comme beaucoup de gens. On parlera ensuite de Greenwood du côté de Fenerbahçe, de Boadi et des convoitises de Manchester City, de Thomas Meunier qui va du côté de la Première Ligue et enfin de Tielemans qui lui reste du côté de la Première Ligue mais change de crèmerie. C'est un journal qui est très tourné autour du mercato, mais de toute façon la Coupe du Monde est terminée. Non, elle n'est pas terminée, évidemment elle est terminée pour la France, mais on aura l'occasion d'en reparler. Reste qu'aujourd'hui, évidemment, ça va être avec un ton un petit peu différent. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. L'équipe de France s'est donc fait laver par la sélection espagnole, mais il faut quand même dire que l'Espagne est une équipe formidable. On a un problème en France, c'est que toutes les analyses sont très auto-centrées. On va regarder le match qu'à l'aune de la prestation des Bleus et on va même pas prendre en compte le fait que l'adversité elle compte. Je pense que beaucoup de Français ont énormément sous-estimé l'Espagne. Je nous voyais favoris face aux Espagnols, mais force est de constater qu'il y avait une véritable classe d'écart. Ça, c'est clair et net. Tactiquement, on était complètement à la ramasse. Le fait qu'on soit quasiment à possession idoine avec les Espagnols est une anomalie absolument gigantesque et ça prouve qu'on savait pas trop quel football jouer, qu'on était le cul entre deux chaises parce qu'avec le ballon, on était quand même beaucoup moins inspiré, on était quand même beaucoup moins à l'aise techniquement que nos adversaires du soir. Il y a un truc par contre qui m'agace particulièrement, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de réaction chez les Bleus. J'ai l'impression qu'il y a eu une certaine résignation, j'ai l'impression que l'attitude n'était pas forcément la bonne en seconde mi-temps. Alors, après tous les discours en mode on est là en mission à forcer comme des dingos là-dessus, je trouve ça assez dommageable. Alors il y a des performances individuelles qui sont absolument abyssales de médiocrité. On peut parler de Lucas Digne, même si j'ai du mal à lui en vouloir pour l'action précise du penalty, c'est assez compliqué. Il y a Tchouaméni qui a vraiment pas servi à grand chose, mais là j'aurais tendance à mettre la responsabilité sur Deschamps. Faut parler également du match de Michael Olise où j'ai envie de dire qu'on est quasiment sur une Dimitri Payet 2016 qui avait extrêmement bien commencé son Euro et qui avait disparu par la suite. Michael Olise a extrêmement bien commencé sa compétition. Ce match a été un non-match pour lui, mais de toute façon, l'errance, elle est collective pour l'équipe de France. Tu t'es retrouvé face à une Espagne qui a d'immenses qualités, bien évidemment, mais dont la principale force est la cohérence tactique. Nous, on était vraiment le cul entre deux chaises. On n'est pas non plus giga nul, je vois beaucoup de personnes jeter le bébé avec l'eau du bain et je pense pas qu'il faut supprimer toutes les bonnes choses qu'on a vues avec cette équipe de France. Oui, l'Espagne a été un gros adversaire, révélateur de nos faiblesses, révélateur du fait qu'on se voyait peut-être un petit peu trop beau, mais pour autant, c'est complètement débile de dire que cette équipe de France n'est qu'une gigantesque fraude qui a fait illusion jusqu'à présent. Il y a des joueurs dont j'ai bien aimé le mondial, il y a des prestations qui méritent d'être saluées, quand bien même cette demi-finale face à l'Espagne est extrêmement décevante, qu'on a tous un somme gigantesque, et que la communication des joueurs d'ailleurs me déçoit un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est surtout le côté, Cherki a dit ça par exemple, on n'a pas joué à notre niveau, mais à un moment il faut aussi remettre l'église au milieu du village et dire que les Espagnols étaient vraiment 2 classes au-dessus de nous, et je pense que même une équipe de France plus en forme finalement aurait été sous les Espagnols. Les Espagnols, à chaque fois qu'on les rencontre, on se fait laver. Il n'y a peut-être pas que de la chance là-dedans, il n'y a peut-être pas que des faits d'arbitrage là-dedans, contrairement à ce que disent certains. On se moquait des Belges pour leur mauvaise foi, enfin les Français, moi non, mais bref, je vais m'inclure là-dedans par solidarité. Il s'agirait d'être un petit peu plus digne que ce qu'on dénonçait. Bref, gueule de bois, bon courage pour la suite du mondial, on en parlera, mais ça va être dur à suivre, clairement. Et la petite finale, mais alors,
On en parlera aussi, hein, mais très très dur de se motiver pour ce match. C'est donc Fenerbahçe pour Greenwood et je suis juste plié de rire. Les fans de Fenerbahçe, ils sont extrêmement présents sur les réseaux et d'ailleurs dans cette vidéo, je vais critiquer Fenerbahçe. Vous aurez forcément des fans de Fenerbahçe pour insulter ma famille si jamais il y a plus de 5 ou 6 commentaires. En fait, ils fêtent comme une victoire absolue d'avoir chopé Greenwood à Atlético Madrid. Vous avez même des fans de Fenerbahçe qui se moquent de l'Atleti sous les commentaires du club, sous les tweets du club. Mais les mecs, vous avez pas gagné. Ils ont signé Mason Greenwood en 2026 pour un salaire qui est équivalent à celui de Lamine Yamal. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est une catastrophe industrielle. Au bout d'un moment, si tu signes un mec à 10 fois sa valeur en termes de salaire, j'exagère évidemment en disant 10 fois, ben mec, t'inquiète pas, hein, prends ta victoire. Personne d'autre ne la voulait. Tout le monde s'en fout. Personne n'était intéressé par Greenwood à ce prix. C'est un transfert qui va ramener un peu d'argent dans les caisses de l'Olympique de Marseille, mais déjà, c'est annoncé autour de 40 millions d'euros. C'est beaucoup moins que ce que certains Marseillais escomptaient, mais à un moment, fallait pas croire au miracle. C'est un joueur qui est blacklisté déjà dans l'Angleterre, mais aussi dans toute une partie des clubs à cause de ces terribles agissements extrasportifs. Mais en plus de ça, il y a Manchester United qui va prendre un gros billet là-dessus. Donc j'ai envie de dire, les seuls contents dans cette histoire, c'est Greenwood et son clan qui se mettent à l'abri pour des générations et des générations. C'est des fans de Fenerbahçe, mais qui à mon goût ne devraient pas être si heureux que ça. Et c'est des supporters de l'Atlético Madrid qui ne voulaient pas de Greenwood dans leur club, encore moins pour un salaire délirant, mais c'était plus des questions extrasportives qui rentraient en ligne de compte. Eux, je pense qu'ils sont très soulagés. Boadi sera priorité de Manchester City pour renforcer son milieu de terrain, mais alors attention, le LOSC est extrêmement gourmand sur ce dossier, ils attendent pas moins de 100 millions d'euros pour le joueur, et je dois vous avouer que mon premier réflexe c'est de dire que le montant est absolument délirant, mais il y a 2 points qui font que je comprends parfaitement la stratégie lilloise sur ce coup. Le premier point, c'est un marché des transferts qui est plus à évaluer comme il y a 10 ans, bien évidemment, Tonali est parti pour entre 100 et 110 millions d'euros, est-ce que Boadi a le potentiel de devenir un plus grand joueur que Tonali? Je me plante peut-être, je suis peut-être un peu trop enthousiaste pour le Marocain qu'on a beaucoup vu en France, mais en attendant, moi je pense que Boadi il a ce potentiel. Ensuite, il faut avoir en tête que le LOSC n'est pas obligé de vendre et que parfois tu affiches un prix demandé extrêmement élevé comme une manière de dire que le joueur n'est pas à vendre et que de toute façon, toi, tu n'as absolument aucun problème à le garder une saison supplémentaire puisque le LOSC a une qualification en Coupe d'Europe, a des finances plutôt saines. Si on regarde la petite fiche transfert marque du joueur, oui, il est estimé qu'à 50 millions d'euros, donc très loin de la somme demandée, mais il a un contrat jusqu'en 2029, donc il n'y a absolument aucune urgence du côté du LOSC. City peut faire des dingueries financières, donc ils ont raison de tenter. Je suis très pressé de voir où il va continuer sa carrière parce que c'est vraiment une pépite avec un très gros potentiel, mais rien ne presse du côté lillois. Adieu le LOSC et bonjour la Première Ligue et Sunderland pour Thomas Meunier. Il était libre de tout contrat et il s'engage dans le club anglais qui est coaché par Régis Lebris. Autant dire qu'il aura un accueil francophone, que ça va plutôt bien se passer pour lui. Et je suis plutôt content pour Meunier parce que finalement il a connu la Belgique, il a connu l'Allemagne, il a connu la France, il a connu la Turquie, mais il a jamais été en Première Ligue alors que pour moi il a un profil qui est plutôt compatible avec le championnat anglais. À 34 ans, ce sera désormais chose faite. Alors 34 ans pour un latéral, on peut se dire que c'est un peu tendax, d'autant plus que Sunderland c'est une équipe qui a quand même un peu d'ambition, ils vont jouer une Coupe d'Europe, mais Thomas Meunier est loin d'être cramé, ses statistiques physiques elles sont absolument impressionnantes, c'est un joueur qui est vraiment toujours très très impressionnant physiquement, c'est le meilleur latéral selon les notes de l'équipe, de mon côté j'ai tendance à considérer que techniquement c'est un profil ok pour un latéral que tu vas incorporer dans le jeu, qui va peut-être pas être un homme qui fera des différences individuelles à lui tout seul, mais ça reste une valeur relativement intéressante. Il signe librement, Sunderland est un club de première ligue, donc ils peuvent distribuer des salaires assez élevés. Ça fait plutôt sens, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bonne chance à Thomas Meunier. Décidément, Aston Villa a l'air de perdre certains de ses éléments au cours de ce mercato estival. C'est Tielemans qui passe du club d'Unai Emery à Manchester United. Il y a eu une activation de clause, une clause qui est évaluée à environ 40 millions d'euros. Décidément, on aime bien les clauses du côté de Villa. Alors c'est une clause qui est plutôt cohérente. Je comprends à la fois qu'elle ait été acceptée
par le club Aston Villa dans l'inclusion dans le contrat du joueur, et je comprends aussi que Manchester United la soulève. On a un joueur qui est valorisé aux alentours de 30 millions d'euros selon Transfermarkt, donc finalement ça va être un milieu de terrain qui est pas si éloigné de sa valeur théorique. C'est un profil de joueur que j'apprécie pour son côté meneur de jeu un petit peu en retrait. Les stats que vous voyez sont celles en première ligue. Il y a un constat sévère sur les buts vu qu'il en marque aucun, mais il a marqué 2 fois en Europe, c'est à souligner. Et c'est un mec que je trouve plutôt régulier, plutôt fiable. 40 millions d'euros pour un transfert entre 2 clubs anglais de premier ordre, c'est pas non plus un montant délirant. Je l'ai trouvé aussi intéressant avec la Belgique, donc finalement c'est le bon petit joueur de championnat, Tielemans. C'est pas le mec qui est un top mondial, qui va révolutionner son poste et que tu vas mettre dans les équipes de cette génération de première ligue en mode ils ont marqué l'histoire, mais c'est rarement un mec que tu regrettes d'avoir dans ton équipe, donc franchement un bon petit move. Et Manchester United, ça bosse plutôt bien dernièrement, alors que ça a été compliqué pendant des années, donc je pense que ça peut le faire de manière assez pertinente. Terminé pour le journal du jour, et je vais être totalement transparent avec vous, je suis claqué en ce moment, je manque de sommeil, je suis assez abattu par l'élimination de l'équipe de France, donc cet après-midi, soit il n'y aura pas de vidéo, soit, et ça c'est également possible, c'est même peut-être l'hypothèse la plus probable, il y aura une vidéo un petit peu en roue libre où je donne mes 4 vérités sur l'équipe de France. Alors dit comme ça fait très je vais défoncer l'équipe de France, non pas du tout, il y a des joueurs sur lesquels j'ai envie de revenir positivement également, ce sera toujours un truc assez à chaud, ce sera un truc que je voudrais volontairement pas écrire si ça sort dès cet après-midi. L'idée c'est simplement de vous partager un peu mon ressenti sur comment cette Coupe du Monde se termine, sur les retours médiatiques qu'on a sur la performance des Bleus, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Soit je me repose, soit je me sers de la vidéo comme d'une thérapie. C'est totalement égoïste, mais c'est assumé. Et en vrai, je dis que c'est totalement égoïste, mais que vous soyez ou pas d'accord, je pense que c'est des trucs qu'on a tous envie de faire. Moi, c'est des trucs que j'ai envie d'écouter également dans d'autres médias, donc je trouve pas non plus que ce soit totalement non pertinent. Je vous donne probablement rendez-vous aux alentours de 17h pour ça, mais s'il n'y a pas de vidéo, une fois n'est pas coutume, je peux me mettre un petit joker en mode je vous aurais prévenu. Allez, dans tous les cas, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, salut.